Qui n'a jamais rêvé de devenir son propre patron, travailler de la maison, faire son propre horaire? Je l'ai fait il y a 2 ans, puis voici comment je suis arrivé. Je pense que tout le monde l'a vécu un vendredi après-midi au bureau, comme d'habitude de trop manger pour dîner, puis tu te dis « Oh my God, qu'est-ce que je ferais pas pour faire mon propre horaire puis prendre toute l'après-midi de congé? » C'est peut-être la première fois que vous avez pensé que ça pourrait être une bonne idée de vous lancer en affaires puis de vivre le rêve. Il y a certainement des bonnes raisons de se lancer en affaires. Je pense que l'important, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Mais je pense que c'est surtout important de ne pas se dire « Wow, je vais partir ma business, je vais jamais travailler puis je vais devenir riche. » Je vais faire une petite confidence, je connais personne qui est devenu riche en se pognant le cul. En fait, si votre motivation première, c'est de travailler moins qu'avant puis de devenir riche, il y a des très fortes chances que vous allez vous décourager avant d'atteindre votre objectif. En fait, pour être bien honnête, depuis que j'ai lancé Kiwi Media il y a 2 ans, j'ai jamais autant travaillé. En réalité, la vie d'un travailleur autonome, ça ressemble plus à ça. Occupé, occupé, très occupé. Est-ce que je peux avoir une journée de congé, s'il vous plaît? Pas de job. Bon, mais c'était le fun. Je vais retourner travailler au Cora pour pouvoir payer mon loyer. Répéter. Là, je m'écoute parler puis je me dis « Eh boy, je vais vraiment faire peur à tout le monde. » Mais ce que je veux dire, c'est que quand on se lance en affaires, il faut vraiment être prêt ou au moins s'attendre à vivre dans l'incertitude. Ce qui arrive, c'est qu'en tant que travailleur autonome, puis je parle en connaissance de cause, c'est que tu peux te réveiller un lundi matin, tu commences ta semaine, puis tu n'as aucun contrat puis aucun prospect pour le prochain mois. Tu capotes un peu, puis tu te dis « Bon, c'est peut-être le moment que je me trouve un plan B. » Puis prochaine chose qui arrive, c'est que le lendemain matin, tu as 10 messages dans ta boîte courriel, puis tes 2 prochains mois sont surbookés. L'affaire, c'est que tu sais jamais quand est-ce que les choses vont cliquer, quand est-ce que ça va débloquer, puis quand est-ce que les contrats vont commencer à rentrer. Pour vous imaginer ce que j'essaie de vous expliquer, voici à quoi ressemblent mes rentrées d'argent mensuelles pour l'année 2018. Franchement, cette variation de revenus-là est vraiment pas évidente à gérer, surtout si on compare une job de 9 à 5 ou même montant rentre dans ton compte de banque à toutes les semaines, beau temps, mauvais temps. Pour moi, ce qui m'a aidé à contrôler ou du moins à atténuer cette incertitude-là, ça a évidemment été de me faire un budget. Si vous êtes comme moi, le plus simple, c'est souvent de regarder son accédé le moins souvent possible, d'un peu oublier le mot budget. Mais je vous garantis que même si ça fait un peu mal au cœur, se prévoir un budget, ça fait toute la différence. Dès le départ, pour moi, quand je me suis lancé en affaires en tant que vidéaste, mon objectif c'était de pouvoir vivre de la vidéo. Mais en amont, il fallait d'abord que je sache combien ça coûte être moi. J'ai donc commencé à répertorier toutes mes dépenses. On parle du loyer, de l'auto, de l'essence, des assurances, des dettes, de Netflix, de Spotify, des vêtements, de tout. Pour quelqu'un qui décide de sauter à pieds joints dans la vie de vidéaste ou de pigiste, puis de faire de son travail indépendant son unique source de revenus, faire son budget, c'est une étape qui est essentielle parce qu'au final, c'est ce qui va déterminer comment vous allez travailler puis combien vous allez devoir charger à vos clients. Maintenant, toujours dans l'optique où est-ce que mon objectif principal quand je me suis lancé en affaires, c'est de pouvoir vivre de mon travail de vidéaste, je me suis souvent posé la question, puis beaucoup de personnes se posent cette question-là, quand on commence, est-ce qu'on doit travailler gratuitement? Je me ferai pas d'amis en vous disant ça parce que je pense que beaucoup de personnes pensent le contraire, mais je suis convaincu que même quand on commence, c'est pas nécessaire de travailler gratuitement. Parce qu'au-delà de la nouvelle, même si ça fait plaisir, des merci, des tags sur Facebook, des poignées de main, j'ai jamais pu payer mon loyer avec ça. Par contre, je connais la réalité, puis si pour vous la seule façon de se monter un portfolio ou de prendre de l'expérience, c'est de travailler gratuitement, ce que je vous conseille de faire, c'est de vérifier dans votre cercle d'amis ou dans votre cercle de connaissances s'il n'y a pas des gens avec qui vous pourriez travailler. Idéalement, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise, quelqu'un que vous allez pouvoir dire « Écoute, pour cette fois-ci, c'est gratuit parce que je commence, je monte mon portfolio, j'essaie de prendre de l'expérience, mais c'est important de comprendre que ça ne sera pas tout le temps comme ça. » Parce que oui, croyez-moi, si vous décidez de travailler gratuitement avec n'importe quel client, je vous garantis qu'à la deuxième occasion, quand vous allez arriver avec une facture de 5, 6, 700 $, le client risque de se poser des questions. Quand on commence, je pense qu'au lieu de travailler gratuitement, une bonne option, c'est de charger un prix symbolique, disons 200 ou 300 $, comme ça, tout le monde est content. De ton côté, il y a un petit peu d'argent qui commence à rentrer, puis tu t'en vas dans la bonne direction pour commencer à vivre de ton travail. Puis du côté du client, il a fait un méchant bon deal, j'imagine, puis à un prix comme 200 ou 300 $, il va pas s'attendre à ce que tu arrives avec une caméra RED à 30 000 $, puis que tu arrives avec une équipe de production de 15 personnes. Puis aussi, dans le fond, toi, tu peux commencer à prendre ton expérience puis commencer à bâtir ton réseau. Aussi, petit conseil par rapport à l'équipement, je pense que c'est super important d'investir en soi puis de s'équiper convenablement, mais il ne faut pas partir en fou non plus. Vous seriez étonné de voir ce qu'on peut faire avec un kit de base. Bon là, j'ai coupé un bout, là, j'avais commencé à parler de qu'est-ce qu'on a besoin comme équipement quand on commence, mais je pense que je vais faire comme une autre vidéo par rapport à ça. Bon, jusqu'ici, on était plus dans les conseils de démarrage puis dans les débuts de notre vie de travailleur autonome, mais le dernier point que je voulais aborder, c'est plus en lien avec ce que je vis présentement avec ma compagnie qui est en croissance. Je me rends compte que je travaille beaucoup,
mais que financièrement, je ne suis pas encore exactement au point où je voudrais être. Donc, dernièrement, j'ai dû penser à des façons de scale up mes revenus. Donc, suite à ma recherche de solutions, j'ai commencé à mettre en place 2 initiatives pour m'aider à faire croître les revenus de mon entreprise plus rapidement. Si vous voulez, on pourrait se faire un petit update dans une couple de mois, voir si ça a fonctionné. Donc, premièrement, ça a l'air totalement illogique, mais j'ai décidé de couper mon nombre de clients pour faire plus d'argent. Donc, la stratégie derrière ça, c'est que je veux commencer à couper les plus petits projets, les plus petits clients qui me rapportent un petit peu moins d'argent, mais qui me prennent beaucoup de temps dans mon quotidien pour me concentrer sur les gros projets, les clients de plus grande envergure qui m'engagent pour des projets à plus long terme, pour des montants qui sont beaucoup plus élevés, puis ça va me permettre d'augmenter mes revenus de façon substantielle plus rapidement. Puis aussi, en fait, ce que ça donne comme opportunité de se concentrer sur des projets de plus grande envergure, c'est que ça permet de commencer à bâtir des relations de confiance avec tes clients qui vont être profitables, des relations à long terme qui peuvent juste mener à des bonnes choses comme du référencement ou des contrats qui vont être récurrents dans le futur. Mon deuxième conseil, qui en fait dans l'ordre des choses aurait dû être en premier, puisque ça fait pas mal plus de sens de le donner en premier, c'est de toujours donner le meilleur de soi-même, de toujours donner le petit extra. Et je m'explique. Quand on commence, puis je passe par là, on fait des contrats à 400, 500, 600 $, puis on commence à se demander à un moment donné, OK, mais comment je vais faire pour aller chercher des contrats à 1000 ou 2000 $ avec tous les projets à 500 $ que je fais en ce moment? Mais le raccourci pour se rendre à ces plus gros projets-là, c'est de toujours donner le petit extra pour que tes projets aient l'air toujours plus chers que ce qu'ils sont vraiment. Parce que c'est logique, un client qui cherche à engager un vidéaste pour un projet ou pour une vidéo à 1000 $ va naturellement chercher des références de projets à 1000 $. Donc si toutes tes vidéos que tu as faites jusqu'à maintenant valent 300, 400, 500 $, en temps normal, la qualité devrait être un peu moindre, sauf si tu donnes justement ce petit extra-là puis que tu fais en sorte que tes projets à 500 $ ont l'air d'en valoir 700, 800 ou 900 $. Comme ça, le client, quand il cherche dans ton portfolio, se rend compte rapidement que, OK, KU Media sont capables de faire des projets de cette valeur-là, même si en fait, le projet valait moins. Capiche? C'est comme ça que vous allez avancer. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse parce que c'est l'heure d'aller souper. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos et que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Trouvez-moi sur Instagram, puis d'ici là, je vous dis à la prochaine! Ah mon Dieu, je sais pas parler. Ok, je l'ai lu.